Bienvenue dans cette nouvelle présentation. Ok, plongeons-nous directement là-dedans. Aujourd'hui, on s'attaque à l'une des structures biologiques les plus fascinantes, mais honnêtement, les plus sous-estimées de la nature, le sabot du cheval. On a souvent tendance à regarder un sabot et à n'y voir qu'un simple bloc dur, presque comme un morceau de bois au bout d'une jambe. Mais en réalité, c'est un chef-d'œuvre absolu de biomécanique et d'ingénierie structurelle. C'est pas juste un bout de corne mort, c'est un tissu bien vivant, hyper dynamique, qui est capable d'encaisser des forces complètement folles tout en se renouvelant en permanence. Et notre analyse d'aujourd'hui va s'appuyer sur des données vétérinaires très précises pour décrypter, au niveau microscopique, comment cette véritable merveille fonctionne. Alors, pour comprendre tout ça, on va suivre un plan bien précis, de l'échelle macro à l'échelle micro. On va d'abord aborder ce fameux paradoxe de la croissance du sabot, puis on examinera le mécanisme de cliquet des lamelles, ensuite on explorera la force incroyable de la structure tubulaire, avant de découvrir comment la radioactivité a permis de suivre cette croissance, pour finir sur les taux différentiels. Rien de très compliqué, on va décortiquer ça étape par étape. Commençons donc avec notre premier point, le paradoxe de la croissance du sabot. Il faut bien se rendre compte des contraintes physiques absolument extrêmes que subit le sabot sous le poids d'un cheval lancé au galop. Toute cette force cinétique atterrit sur une surface qui est finalement relativement petite. En plus, ce sabot n'est pas statique. Son bord distal, la partie en contact avec le sol, est continuellement perdu à cause de l'usure, de l'abrasion ou même lors du parage régulier fait par un maréchal ferrant. Donc il doit se régénérer en permanence. Et c'est là que ça devient complètement fou, car ça soulève un paradoxe majeur. Tout en haut, au niveau de la bande coronaire, les cellules épidermiques germinales produisent de nouvelles cellules qui sont poussées vers le bas en se kératinisant. Sauf que ces cellules doivent impérativement rester attachées à leur membrane basale. Alors comment est-ce que toute cette paroi externe peut glisser vers le bas pour se régénérer sans que l'os à l'intérieur, la phalange distale, ne perde son attachement? Si on y réfléchit, sans un mécanisme hyper spécifique, le sabot entier devrait littéralement tomber. Ce qui nous amène tout naturellement à la deuxième partie, le mécanisme de cliquet des lamelles. C'est là que la nature et l'évolution montrent tout leur génie pour résoudre ce problème de croissance sous une charge massive. Les textes sources décrivent cette solution avec une analogie vraiment parfaite, c'est, je cite, « un peu comme un cliquet ». À l'intérieur du sabot, on trouve des structures qu'on appelle des lamelles. Les lamelles épidermiques primaires font partie de la paroi du sabot et elles glissent littéralement le long des cellules stationnaires des lamelles épidermiques secondaires. Et le truc incroyable, c'est que ce glissement ne se fait pas d'un seul coup. Non, c'est une séquence super bien orchestrée, un mouvement décalé de détachement et de réattachement continuel. Et ce schéma illustre brillamment ce concept. On peut y observer la paroi du sabot et la flèche qui indique la direction de sa croissance, vers le bas. On remarque super facilement comment les lamelles épidermiques primaires, qui sont bien dures et kératinisées, s'imbriquent avec les lamelles secondaires qui, elles, restent stationnaires. Le vrai secret de cette ingénierie, c'est qu'un très faible pourcentage de cellules se détachent à un instant T. C'est ce mouvement séquentiel, ce fameux effet cliquet, qui permet à la paroi de descendre millimètre par millimètre, tout en garantissant que l'os à l'intérieur ne perde jamais, au grand jamais, son attachement suspenseur vital. La solidité globale est maintenue en permanence. Passons maintenant à notre troisième point, la force de la structure tubulaire. Maintenant qu'on a vu la mécanique globale, on va zoomer encore un peu plus pour comprendre l'origine microscopique de cette résistance au choc. La paroi dorsale du sabot est en fait constituée de deux éléments cruciaux, les tubules et la corne intertubulaire. Concrètement, ce sont des milliers de structures kératinisées extrêmement dures. Chaque tubule pousse continuellement depuis la couronne tout en haut jusqu'à la surface du sol, et ça sans s'arrêter tout au long de la vie du cheval. Et la corne intertubulaire dans tout ça, elle agit tout simplement comme un ciment ultra puissant qui vient lier toutes ces fibres ensemble pour former un bloc d'une solidité redoutable. Ce qui est vraiment captivant avec cette photographie, c'est de voir comment la lumière polarisée révèle l'architecture de la paroi de façon spectaculaire. On distingue très nettement ces longues lignes verticales. Ce sont nos fameux milliers de tubules résistants, tous parfaitement alignés et solidement cimentés par la corne intertubulaire. Et si on regarde attentivement tout à fait sur la droite de l'image, on peut même repérer une lamelle unique de la paroi interne, celle qui relie cette incroyable armure externe à la structure interne du pied. C'est littéralement un matériau composite naturel d'une perfection absolue. Abordons la quatrième section, suivre la croissance avec la radioactivité. C'est bien beau la théorie, mais comment est-ce qu'on peut prouver cette dynamique de croissance et surtout mesurer sa vitesse de façon précise? Pour y arriver, les chercheurs ont mis en place une méthodologie expérimentale absolument fascinante, en utilisant la radioactivité comme traceur. L'idée, c'était d'injecter de la méthionine radioactive par voie intraveineuse à un cheval, à 3 reprises bien distinctes, espacées de 2 semaines à chaque fois. Le but de l'opération, voir très exactement où ce marqueur allait s'incorporer au moment de la division cellulaire dans l'épiderme du sabot. Ensuite, après la dernière injection, on prend une coupe sagittale, on la lyophilise et on la place contre un film radiographique pendant plusieurs semaines. En se développant, ce film va révéler des zones sombres qui indiquent l'endroit précis où la matière radioactive a été intégrée. C'est une vraie petite enquête de police scientifique. Donc le point crucial, on le voit juste ici.
Sur l'autoradiographie à droite, on peut clairement distinguer 3 bandes sombres distinctes qui traversent la paroi du sabot, la zone blanche, la sole et la fourchette. Sans surprise, ces 3 bandes correspondent parfaitement aux 3 injections de méthionine radioactive effectuées toutes les 2 semaines. C'est la preuve visuelle irréfutable de la croissance en cours. Et ça démontre aussi autre chose de très important. Les tubules radiomarqués sont incroyablement longs et parfaitement parallèles à l'axe de la paroi du sabot. Mais attention, l'observation la plus dingue de cette expérience se cachait ailleurs, dans l'espacement entre ces lignes. Et ça nous mène à notre 5e et dernière section, les taux de croissance différentiels. Passons à la suite pour voir comment cette découverte s'articule. En mesurant les distances entre ces fameuses bandes sombres, les chercheurs ont voulu creuser un peu plus, cette fois avec une seule dose intraveineuse de méthionine radioactive. L'image nous montre l'autoradiographie d'une coupe très fine avec une seule lamelle épidermique isolée. Et là encore, la ligne sombre nous indique l'incorporation radioactive. Mais ce qui saute aux yeux ici, c'est que cette lamelle de la paroi interne subit bien sa propre division cellulaire, mais à un rythme visiblement beaucoup plus lent que le reste. Synthétisons un peu tout ça, car c'est le cœur du système. En fait, les distances entre les bandes radioactives n'étaient pas du tout égales partout. Ce tableau résume la conclusion majeure de l'étude. La paroi interne du sabot grandit à un rythme bien plus rapide que la paroi externe, qui, elle, est beaucoup plus compacte. Et en parallèle, au niveau purement microscopique, on a vu que les lamelles épidermiques se divisent à un rythme encore plus lent. C'est très exactement cette asymétrie de vitesse entre les différentes couches qui permet à l'ensemble du système de fonctionner sans casser. Le fameux mécanisme de cliquet dont on parlait tout à l'heure ne pourrait tout simplement pas opérer si toutes les parties grandissaient de manière rigide, à la même vitesse. Et c'est vraiment là que la biologie devient une source d'inspiration totalement inépuisable. On a vu comment des milliers de tubules cimentés ensemble créent une résistance structurelle immense, le tout combiné à ce mécanisme de cliquet asymétrique qui permet de grandir sous une pression phénoménale sans jamais lâcher prise. Ça amène une question franchement stimulante. Comment est-ce que la compréhension de ce cliquet biologique, si résilient, pourrait inspirer nos futures innovations humaines ? On pourrait très bien imaginer des ponts, des bâtiments ou même des prothèses médicales qui utiliseraient ces principes de taux de croissance différentielle et de fixation séquentielle pour supporter des poids énormes tout en s'adaptant à l'usure continue. La nature a eu des millions d'années pour perfectionner cette ingénierie de pointe. Il nous reste tellement à apprendre en observant ces mécaniques cachées du monde naturel. Au final, l'exploration de ces merveilles structurelles ne fait vraiment que commencer.